Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez apprécié le Top Crypto de samedi matin et du live, toujours disponible en replay de vendredi à 12h30. On va parler Bitcoin dans cette vidéo et je vous expliquerai pourquoi j'achèterai du Bitcoin beaucoup moins cher que 30 000 $. On répond à cette question maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, marché traditionnel, crypto-actif, ça fonctionne aussi bien. On utilise des retracements Fibonacci et des extensions de Fibonacci principalement. C'est génial, ça marche tout le temps, partout et toujours. Très rapidement, on va être catalysé, ça commence dès maintenant vis-à-vis des publications aux États-Unis. On commence avec plutôt les bancaires généralement. Donc vous avez ici voilà, First Bank, vous avez Bank of America, vous avez Goldman Sachs aussi qui doit être pas très loin d'ici. Voilà, bah, juste en dessous. Goldman Sachs et après vous continuez. Dès After Close, donc la clôture de mardi soir, vous aurez du Netflix, vous aurez du Tesla pour la clôture de mercredi. Tout ce qui est Apple et valeurs technologiques, on les retrouvera plutôt fin avril, début mai. Toujours comme ça que ça se passe. Généralement, les mois d'avril, entre avril, mai et juin, ce magnifique trimestre, les rallyes se font en printemps et les tops se posent en été et puis les bottoms en hiver. À partir du principe qu'on va probablement suivre la tendance. Les opérateurs de marché sont plutôt optimistes par rapport aux bénéfices qui vont être potentiellement rendus vis-à-vis de ces entreprises. Donc on suit la tendance. Pour l'instant, j'aime bien le dire, on le dit très souvent ça, court terme c'est bullish, long terme c'est bearish et moyen terme c'est neutre. On peut dire ça à peu près comme ça puisqu'on est actuellement dans le nuage en weekly notamment. Donc très haussier court terme, neutre moyen terme, baissier long terme. Et je vous explique mon scénario et comment je vais le scénariser et comment je le scénarise actuellement. On va parler Bitcoin très rapidement par rapport à cette toute petite bougie en daily. Je ne voulais pas qu'on vienne clôturer en dessous les 29 100 $. Toujours d'actualité, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être que le récit nous donne une forme de direction par rapport à une petite contraction. Ici sur le récit, on en avait une précédente. Juste là, dans une petite absurdité de surachat, on avait résolu par le nord. On est en train de résoudre on avait résolu par le sud, pardon. On est en train de résoudre par le sud également. Est-ce que ça peut être catalysé pour dire ça y est, c'est la fin, on va retrouver du Bitcoin à 25 000 $? Peut-être pas demain, peut-être pas aujourd'hui. Ce serait généralement peut-être dans le courant des semaines à suivre. Et je pense qu'on peut aller chercher de très belles choses pour fin mai, début juin, personnellement. Bien qu'on ait on a quand même des bloqueurs d'opérateurs vis-à-vis des options. Et je vais vous en parler dans cette vidéo. Vous avez beaucoup actuellement de divergences qui sont actuellement que potentielles. On attendra bien sûr des confirmations sur le prix, les fameux 29 600 $. Pour l'instant, on est au-dessus, donc je n'ai pas de confirmation de divergence baissière. Et si elle tendait à venir se confirmer, à ce moment-là, cela ne prouverait que de la consolidation. Et ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on vienne clôturer en fait en dessous des 29 000 $. Des 29 600 $. On peut très bien faire qu'un truc comme ça, ne pas clôturer, et puis après derrière, aller chercher un tout petit peu plus haut, bien évidemment. On va passer sur une time frame un tout petit peu plus importante. Ça, c'était vraiment pour la petite contraction, si vous voulez, au niveau des petits time frames. Et si on passe en weekly, juste là, je vais passer sur BTC. Vous aviez Bull Bear. Regardez cette magnifique clôture en weekly. Elle est juste magnifique. Sur Ethereum, elle l'est encore plus. Je vais être tout à fait honnête avec vous. C'est exactement ce qu'on attendait. Voilà. En tout cas, ce qu'on voulait surtout pas voir, je vous l'avais dit samedi dans la vidéo, c'est qu'on vienne clôturer une bougie en weekly sous les 29 000 $. Bon, c'est clairement pas ce qu'on observe. Donc, on a bien clôturé en weekly au-dessus des 29 100 $, donc c'est haussier, on retrouve une tendance, c'est très fort, les boules sont parfaitement en contrôle de ce momentum, ils ont la dynamique de prix, ils ont les volumes, ils ont tout ce qu'il faut, toutes les planètes sont alignées, c'est boule. Court terme, là c'est boule, il n'y a pas d'autre chose à dire. Maintenant, est-ce qu'on est en train de rentrer dans une phase de distribution? Oh oui, toujours, les whales vendent tout le temps, partout et achètent partout et tout le temps. On est en train de distribuer actuellement, et moi le premier, puisque j'ai pris des TP sur les 29 000 ou 30 000 $, je crois, ou 28 500 $ sur mon long de Bitcoin, et j'ai pris un TP sur Ethereum à 2000 $. Donc on distribue. Je distribue dans la montée. Les TP, je prends mes TP lorsqu'ils se présentent, tout simplement. Donc évidemment qu'on vend quand ça monte et qu'on achète généralement quand ça descend. C'est que du bon sens. Maintenant, si on a une réintégration, pas bullish l'histoire, donc faites attention par rapport à ça. Ce qu'on veut, c'est une confirmation, acceptation, accélération. Et on est peut-être en train de construire un troisième flux acheteur. Et généralement, les troisièmes flux sont les derniers, suivis de 2 flux vendeurs. Beaucoup d'analystes vous disent ça. Moi, personnellement, je n'en vois que 2 de flux actuellement. Peut-être que d'autres en verra plus. Moi, je n'en vois que 2. Je prends des grandes time frames et je vois un premier flux acheteur ici, consolidation, second flux acheteur ici, consolidation, et j'attendrai donc un troisième flux acheteur pour aller chercher notre excès final.
Et ensuite, on rentrera très probablement dans la grosse phase de distribution de la smart money. Et moi, personnellement, je prendrai mes profits massivement lorsqu'ils se présenteront. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans des phases, ici, de flux acheteurs, qui sont forts et qui sont puissants, qui travaillent en fait sur nos émotions, je vous le dis, je vous le répète, D'ailleurs, c'est très intéressant ça. On est actuellement psychologiquement dans une phase très connue de la psychologie des marchés financiers, qui est en train de polariser entre optimisme et frustration. Donc les boules ici sont optimistes, on est dans la tendance, on a raison de l'être, et ça nous donne raison. Et les bears sont dans une pleine frustration. Et je dis très souvent, pour les bears ou pour les boules, n'ayez jamais raison trop tôt. Peut-être que les bears actuellement ont raison trop tôt. Donc on est cantonné, on est bloqué, on est piégé entre optimisme pour certains et frustration pour les autres. Or, il y a quelque chose de capital à comprendre. C'est que tous les cycles de marché, et encore plus sur Bitcoin, en plus ils sont datés, les cycles de Bitcoin. Satoshi Nakamoto ne pouvait pas nous donner une chose aussi simple en fait à intégrer. La cyclicité des marchés sur la psychologie des marchés rentre toujours dans une phase de dépression, avant de repartir sur une expansion. Dépression, expansion. Actuellement, est-ce qu'on a vécu la dépression? Non, nous n'avons pas vécu la dépression. Actuellement, nous avons vécu la capitulation. Elle est ici, la capitulation, on le sait, on l'a vu, on l'a constaté. Vous avez eu un relais au niveau de la vente on-chain de Bitcoin sur les 17 000 $, c'est assez violent, plus de 8% du supply a été échangé ici. C'est ça, la capitulation. Et maintenant, on va attendre en fait une phase de dépression. Une phase de dépression est toujours précédée d'une phase de distribution. La dépression toujours précédée d'une phase de distribution. Et on se retrouve par rapport à cette stratégie des 4 rois, vis-à-vis de ce qu'on a beaucoup énuméré. Et vous le voyez de plus en plus passer d'ailleurs sur les réseaux sociaux, etc. Et je pense qu'il faut le suivre. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais différent. On peut faire des jolis rallyes au printemps, il n'y a pas de problème avec ça. On peut aller taper les 42 000 $ sur Bitcoin. Le risque management est beaucoup moins intéressant aujourd'hui qu'il y a encore une semaine ou deux. Mais ça, on l'a dit, qu'on le dit quotidiennement dans les vidéos des rois. Et je ne suis bien évidemment pas le seul à le dire. On est rentré dans cette phase de capitulation et maintenant on est une phase d'appréciation, de correction haussière. Je pense que c'est vraiment le terme. Vous avez ensuite la panique et la dépression. Dès lors, je pense qu'on va pouvoir racheter du Bitcoin moins cher que les 30 000 ou les 32 000 $, pour être tout à fait honnête avec vous. Parce qu'on n'a pas vécu cette phase de dépression. Je vais essayer d'égayer un petit peu mes dires pour vous expliquer en quoi ça pourrait être catalysé, cette phase de dépression. Mais juste avant, on va parler court terme, je rentre après au moyen terme, et après on parlera long terme. Je trouve que c'est super intéressant et j'aime bien faire ça avec vous sur la psychologie. Actuellement, sur le plus court terme, on va aller chercher du total market. Le total market, on l'avait vu ensemble. Si on reprend par exemple total market, je prends une autre charte divisée par 9, multiplié par 9, une épaule, tête-épaule, inversée. On le voit très bien, on peut même le dessiner proprement ici. On va essayer de le prendre un peu comme ça. Pas du tout ça, c'est pas ce que je voulais prendre, voilà, c'est celle-ci que je voulais prendre. Une espèce de, épaule, je le tire pas bien, mais vous avez compris un peu l'idée. Épaule, tête, épaule, inversée. Donc vous allez me dire, non, elle est pas belle, cette épaule, tête... les patterns, vous savez, si elle pouvait tout être parfaite, ça serait, c'est très psychologique les marchés. Donc vous avez une épaule, tête, épaule, inversée, on vient de la briquer. Voilà, c'est ça qu'il faut surtout voir, en fait. On l'a confirmé, en fait, cette épaule, tête, épaule. Alors, on peut même la biaiser un peu pour dire, non, mais elle est déjà confirmée depuis longtemps. C'est super. Vous l'avez pris avant, on avait une espèce de contraction, accélération, acceptation, pas de problème avec ça. Donc, on peut aller chercher des objectifs très proches des 1 trilliard 7, 1 trilliard 5. On peut prendre le psychologique, si vous voulez, au niveau du 1 trilliard 5. Ça peut être complètement réaliste. Il n'y a pas de problème avec ça. Regardez, hop, on fait ça. On va faire un truc un peu comme ça et on va chercher les 1 trilliard 5 un peu psychologique. Voilà, formidable, c'est parfait. Je pense qu'on ne serait pas très loin d'un premier arrêt. Pour être tout à fait honnête avec vous, en tout cas, on y serait très proche d'un premier arrêt. Je ne l'ai même pas calculé ensemble, mais on peut le... Ah ouais, ok. On est vraiment très proche d'un premier arrêt. Dès lors, court terme, c'est bullish. D'accord? Moyen terme, on est dans l'acceptation, on est en train de rentrer dans une phase de distribution. Mais sur le long terme, tant qu'on ne vient pas à casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Tant qu'on ne vient pas à casser, à s'affranchir du premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Dès lors, ce nouveau plus bas devrait être pour vous considéré, pour nous, avec un N majuscule, comme une opportunité, et on pourrait donc rentrer dans une phase de distribution, dans une phase de dépression, pardon. Donc distribution, panique, zone de rechargement d'achat, c'est ici que je rachèterai du Bitcoin, personnellement, donc sous les 20 000 $ ou très proche des 20 000 $, même si Bitcoin souhaite aller chercher les 38 000 $. Moi, j'ai ma target à 33 000, objectif à 42 000. S'il va taper là-dedans, même au-dessus, pas de problème. Mon invalidation, je vous la donne quand même. Nouvelle ATH. L'invalidation de tous ces plans de dépression, de la cyclicité des marchés, c'est un nouvel ATH.
Ne cherchez pas autre chose. Tant qu'on ne fait pas un nouvel ATH, ce scénario n'est pas invalidé. Donc on peut aller chercher de nouveau plus bas. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La question est de savoir, c'est est-ce que, oui ou non, les acheteurs défendent leur bottom de marché pour faire une magnifique structure, et YOLO 2025, on repart dans un bull run. Mais un bull run est toujours précédé d'une phase de dépression. On l'a vécu en 2019. On est content, on est en train de se gargariser, on est en train de se féliciter de voir un truc comme ça. Oui, mais tout le monde voit ce qui arrive après. Comment ça va être d'ailleurs catalysé? Comment ça va être accompagné? Généralement, ces grosses phases-là, d'ailleurs, on parlait de 3 flux acheteurs. Je vous l'avais dit juste avant, regardez, c'est juste magnifique. Un premier flux, un deuxième flux et un troisième flux précédé de 2 flux vendeurs. Un premier flux vendeur et un deuxième flux vendeur. Et là, on devrait repartir. Bon, crack Covid. Bon, certains diront premier flux vendeur, deuxième flux vendeur. Ouais, non, pas du tout, mais gros cataclysme, signe noir. Ceci n'est pas jouable, ceci est tout simplement considéré comme une opportunité. Et les bottoms de marché ont tenu. J'aimerais voir exactement la même chose dans ce nouveau cycle. Mais on a le temps chez les rois. Actuellement, nous ne nous gargarisons pas de voir quelque chose comme ça. Dès lors, je le dis, je le répète, et je le dis dans toutes les vidéos, prenons des profits lorsqu'ils se présentent. Et je vous le dis franchement, si on commence à voir ça, ce n'est pas du tout différent que du cycle de 2019. Regardez le total market actuellement au niveau de Bitcoin. Si vous prenez le total market 3, on est dans les choux. Enfin, on est encore dans les choux. Ici, vous avez quasiment eu l'espèce de... c'est très intéressant ça encore, je ne l'avais pas vu, mais quand on passe en linéaire, c'est sympa. Vous avez vraiment la confirmation, l'acceptation. Maintenant, on attend quoi? L'accélération, non réintégration, et on n'est pas allé chercher les bottoms de marché. En tout cas, on n'est pas parti les céder. On voit exactement la même chose actuellement. Regardez ça, c'est juste formidable. J'efface juste ça, c'est pas intéressant. Mais on est dans les choux. Si actuellement sur Bitcoin, on a déjà bien cédé là, et Ethereum nous l'a fait cette semaine, donc on est très content, on va le voir juste après, à partir du principe qu'on peut très bien faire un truc comme ça et aller dans les choux. Ok? On n'a pas de confirmation au niveau du total market 3 hors Ethereum et hors Bitcoin. Si on prend le total market 2, je crois qu'on n'y est pas très loin. Ouais, on n'y est pas très loin et on attend pareil. Acceptation, confirmation, acceptation, accélération, confirmation, acceptation, accélération, accélération jusqu'où le premier arrêt, ni plus ni moins, pas plus de choses à dire, pas plus de choses à entrevoir. Je vais juste repasser en doji japonais parce que comme ça j'aurai le petit mèche. On n'oublie personne, c'est les rois. Voilà, premier arrêt ici, un tout petit peu en dessous des 1 trillion de dollars. Ça va être catalysé sur quoi, cette acceptation, confirmation, confirmation, acceptation, accélération? Généralement sur les résultats des entreprises, qui sont relativement bonnes. C'est le seul narratif qu'on peut voir pour voir apprécier actuellement toutes les technologies blockchain et nos actifs numériques préférés, tout simplement. Les résultats des entreprises. Le fondamental, c'est ça. Actuellement, il y a très peu de business model viables actuellement sur les marchés crypto, mais il y a de l'argent qui rentre. Donc il faut l'encourager, bien évidemment. Ce qui est très important aussi, par rapport à ces résultats, il faut comprendre aussi que dans l'environnement actuellement dans lequel on navigue, on l'a vu ensemble par rapport au live, on a fait un gros live là-dessus vendredi, c'est que toutes nos données macroéconomiques sont encourageantes. Nous sommes dans une phase d'amélioration au niveau de nos données macroéconomiques. Un emploi stable, voire en déclin, on l'a vu par rapport aux chiffres du chômage, que ce soit français, européen ou américain. On le voit également par rapport à l'inflation qui est en train de décliner, d'ailleurs qui est en dessous du consensus. On le voit, vous avez compris? Toutes les données macroéconomiques, on ne va pas les reprendre en permanence, mais elles sont encourageantes. On vit une amélioration. Bear, vous attendez donc une dégradation de ces données macroéconomiques que vous n'avez pas actuellement. Donc, jouer actuellement, c'est même pas de la contre-tendance. C'est un pari, quoi. C'est très difficile de jouer actuellement la contre-tendance. En fait, vous jouez un signe noir. Vous jouez un cataclysme, un signe noir. Moi, je ne joue pas les signes noirs. Peut-être que j'ai tort, mais je pense que si on joue 100 fois un signe noir, je pense que jouer la tendance est peut-être plus rentable à long terme. Vous pourrez faire un exercice dans ce sens-là. Si vous voulez éventuellement vous y atteler, je vous laisse y aller. Mais le trading le plus rentable, c'est acté sur les 70 dernières années, c'est le swing trading. C'est pas le trading de signes noirs, tout simplement. Les signes noirs de beaucoup de nos économistes ou analystes financiers des années 2008 l'attendent encore, ce cataclysme pire que 1929. Ça fait 15 ans qu'ils l'attendent. J'espère qu'ils l'ont pas trop shorté depuis les 10 dernières années. Vous avez compris à peu près là où je veux en venir. Ça va être aussi catalysé, si on reprend un petit peu au niveau du moyen terme, long terme, par rapport à un pivot de la Fed qu'on est en train de concrétiser, qu'on est en train de valider presque au niveau du consensus. C'était juste ici. Par rapport à alors on peut avoir une petite augmentation, 0,0 ou 0,25 points. Donc apparemment, les opérateurs de marché s'accordent à un plus 0,25 points pour le mois de mai. Bon, super, ce sera logiquement l'atterrissage, phase de plateau. Et on est toujours en train d'essayer de passer le pivot.
Je le dis, je le répète, je vous donne ma vision et elle est gravée dans le marbre, le pivot de la Fed sera contraint. Pourquoi ? Parce que le pivot de la Fed a toujours été contraint. Toujours. Si vous avez une économie forte, une amélioration au niveau des données macroéconomiques, un emploi qui est résilient et résistant aux États-Unis, pourquoi, Dieu, bon sang, vous voulez avoir un pivot de la Fed dans les 3 mois ? Il n'arrivera pas. L'opportunité pour la Fed, c'est de réduire son bilan et de reprendre son tapering. Mais oui. D'un côté, on crie à la surendettement, à des dettes qui sont insoutenables dans le temps, qui n'est pas viable, etc. On peut les doubler sans problème. Hein. On passe tous les pays à 250% d'endettement du PIB. Hein. Vous savez, les Japonais l'ont fait. Alors bien que oui, la dette japonaise est détenue en très grande partie par sa population, etc. Ok, il n'y a pas de problème. Une dette reste une dette. Il faudra bien évidemment à un moment donné la payer. Et généralement, ce n'est pas nos politiques et nos représentants politiques qui en payent pour la majorité. Hein. C'est plutôt le peuple qui en paye pour la majorité. Donc on peut rentrer dans ce débat-là, mais ce n'est pas du tout l'objectif. La seule vraisemblance que j'essaie de vous donner, c'est que ce pivot sera donc subi par la Fed. Il faudra qu'on rentre en récession, il faudra une très forte dégradation au niveau des données macroéconomiques, voire un cataclysme, hein, une crise financière ou encore des trucs dans des banques systémiques, je n'en sais rien, mais dans l'idée, c'est exactement ce qu'on va attendre pour avoir le pivot de la Fed. Je ne pense pas que ce sera un pivot aussi rapide que la hausse a été rapide par rapport à la Fed. Je vous le dis, on peut le reprendre par rapport à ici, je l'ai regardé encore précédemment. Vous avez le plateau, pivot de la Fed arrivé en retard. D'ailleurs, rappelez-vous des tweets de Trump vis-à-vis de Jérôme Powell à l'époque. Enfin, il fallait quand même être... ou je ne sais plus si c'était Jérôme Powell déjà. Oui, je crois que c'était déjà Jérôme Powell à l'époque. Enfin, c'était quand même assez cinglant. Hein. Pauvre fou, baissez les taux et mettez les taux à zéro pendant le Covid. Derrière, vous avez eu un effondrement au niveau des taux, crack Covid. Le pivot de la Fed a donc été subi. Subi. Hein, on a même accéléré le pivot de la Fed en mars, pour avril mai, juin, je crois que c'était mai ou juin 2000, voilà, c'est ça exactement, mai 2020. J'étais devant les écrans. Même moyenne de Fed ne s'en est toujours pas remis. On reprend par rapport à un pivot de la Fed qui a été subi, 2008. Subi. Le pivot de la Fed a été subi. Pour la crise de 2008, on revient en arrière si vous voulez par rapport aux années 2000. Bah allons-y aux années 2000, regardez. Pivot, plateau, subi par rapport au crack de la bulle des dot-com, attentat du 11 septembre 2001, et subi. Vous reprenez par rapport aux airs de Paul Volcker, subi également, subi. Les pivots de la Fed ont toujours été subis. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent aujourd'hui. Donc se gargariser et contempler un hypothétique pivot de la Fed, alors que les données macroéconomiques sont en constante amélioration, je n'y crois pas une seule seconde. Pire encore, mettez-vous à la place de Jérôme Powell. Vous avez toutes ces données en amélioration. Les marchés financiers qui tiennent aux dames des personnes les plus négatives et les plus grands berriches de ce monde. Pourquoi les marchés tiennent ? Alors que plus personne ne peut faire de crédit, les Américains empruntent à 9% actuellement par rapport à leurs données immobilières. D'ailleurs, juste un petit clin d'œil, merci Lux de m'avoir partagé ça. Je crois que c'est toi qui m'avais partagé ça. Ou Marstouf, je crois que c'est toi qui m'as partagé ça. Je ne sais plus. Par rapport à des perspectives vis-à-vis des prêts, par rapport je vous avais dit ça dans le live, que le principal indicateur, ce sont les incidences de paiement que je regarde au niveau des crédits consommation et immobilier. Mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Aux États-Unis, les gens payent leur loyer sans problème. On est passé de décembre 2021 à 3,4 de taux d'incidence à décembre 2022 à 3%. Et tout va bien. Regardez les dernières données on-chain, les dernières data, les gens payent leur crédit. Hein. Le crédit revolving actuellement sur la carte de crédit aux États-Unis, il est à 19%. Mais c'est pas grave, hein. Ils continuent à le payer. Tant qu'ils peuvent le payer, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le jour où ça commence à coincer et que vous voyez une augmentation, on l'avait vu par rapport à cette explosion et qui avait complètement catalysé la crise financière de 2008, c'est que vous aviez une explosion au niveau des incidences de crédit et de paiement. Une explosion littérale. C'est clairement l'indicateur que je regarde en premier lieu. Parce que ça peut être éventuellement précurseur, si vous voulez, d'un cataclysme. Et d'un pivot de la Fed qui sera donc subi encore une fois. Juste du bon sens. L'idée juste que le marché et que la macroéconomie actuellement dans le monde semble résiliente, pays émergents, Inde, Chine, etc., donne beaucoup de crédit, si vous voulez, à Jérôme Powell ou à la Fed pour pouvoir réduire son bilan. Et c'est exactement pareil pour Christine Lagarde. Ça leur donne beaucoup de crédit et beaucoup de légitimité pour pouvoir réduire leur bilan, jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus. Et on l'a très bien vu, que lorsqu'il y a un tout petit
tout petit, plutôt gros hein, d'ailleurs, vis-à-vis de Silvergate ou vis-à-vis de Silicon Valley Bank, il n'y a pas de problème. Hein. Ils appuient sur le bouton et ça part très très fort au niveau de la liquidité. Donc il sera surbi et ce sera très probablement bien plus important que rattraper les 2 tiers. Je pense qu'on va faire un double up en 3 ans. Moi. Bon, voilà. Bref, c'est à peu près mon scénario. Mais partez du principe qu'on va on va le sentir passer, si vous voulez, et on va donc rentrer dans une ère de dépression. Tout ira mal. Tout ira mal. Ne pensant pas que Bitcoin va être un garde-fou par rapport à un or numérique 2.0. Ça aussi, c'était très important. Je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo. Vous allez avoir de plus en plus de médias traditionnels, mainstream, TF1, le 20h, qui va probablement récupérer, puisqu'on est au-dessus des 30 000 $, on travaille, on tente de travailler au-dessus des 30 000 $, et que c'est l'actif le plus performant depuis ce début d'année, c'est Bitcoin, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Or, au Bitcoin, vous n'avez que 10 minutes pour décider. Je pense que cette polarisation entre or et Bitcoin, donc or 2.0 si vous le souhaitez, on peut même le nommer comme ça, va être la ligne éditorialiste de tous nos médias traditionnels. Est-ce que c'est mieux d'acheter de l'or ou est-ce que c'est mieux d'acheter du Bitcoin? Est-ce que c'est mieux d'acheter de l'or Et là, vous allez avoir tous les Bitcoiners maximalistes ou tous les chefs d'entreprise, on peut parler d'acheteurs, on peut parler de façon très positive, hein. On peut parler d'acheteurs, on peut parler de l'archevêque, Éric Larchevêque, on peut parler du CEO actuel de Ledger, on peut parler de tout ça. Hein, généralement, c'est comme ça qu'on arrive à si vous voulez, argumenter par rapport à un scénario qui est en train de se mettre en place. Or au Bitcoin, bah, je vous le donne en 1000, reprenez toute la cyclicité vis-à-vis d'une fin de crise, si vous voulez, ou une fin de crise cataclysmique, hein, le fameux pivot de la Fed subi, si vous voulez, vis-à-vis de l'or dans le passé, à chaque fois, c'était pas du tout le meilleur moment qu'on en a commencé à penser que c'était le meilleur moment. Donc je pense que ça continue à me donner, entre guillemets, une légitimité vis-à-vis de ce scénario, c'est qu'on irait probablement chercher un 3e flux acheteur, mais les 2 prochains flux baissiers, vous avez intérêt à vous accrocher. Ce sera notre phase, si vous voulez, de dépression. Quand tous les médias, ou quand la plupart des médias vont essayer de nous expliquer de façon très éphémère que peut-être que Bitcoin c'est mieux que l'or pour une réserve de valeur. Pourquoi ? Parce que c'est l'actif le plus performant depuis le début de l'année, alors que tout le sentiment est bearish actuellement, ce sera le pire moment d'investir. Prenez donc vos profits lorsqu'ils se présentent. Tant que mon scénario n'est pas invalidé, personnellement je le joue, je vous le témoigne, presque je vous le transpire, ce scénario. Mais je veux juste vous dire que généralement on a des grosses bougies qui sont assez fortes. Hein, dans les 3e flux acheteurs. Et généralement, c'est là où beaucoup d'idiotistes y verront des 5 étendus. Des 5 étendus. Et elles peuvent être très étendues, ces 5-là. Ça peut même aller au-dessus des 50 000 $. Pas de piège, faites attention par rapport à ça, bien évidemment. Je vois clairement ça, moi, hein, pour les peut-être 3 prochaines semaines. Là. À mon avis, on peut faire un truc parfaitement comme ça. Franchement, pas de problème, regardez ça. Hein. Je vais juste l'effacer. On fait un espèce de... On va chercher tout le monde, hein, bien sûr. Hein, dernier arrivé, premier sorti. Et puis derrière, on fait une espèce de 5 étendues, mais violente. Hein, vraiment très violente. Voilà, 30, même 40 000 $, pas de problème. 42 000 $, Gann. Ah bah tiens, il y a notre ami Gann là, au-dessus. On va aller chercher Gann, tiens. Voilà, un truc un peu comme ça. Bon, peut-être pas aussi fort maintenant, mais... Quoique, franchement, j'aurais pas étonné d'avoir un truc comme ça. Mais bon, bref. Derrière, on peut aller chercher Gann. Gann serait content. Avant ou après, ça peut être difficile là pour fin avril, etc. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, au niveau des options, les opérateurs de marché sont contre en fait le smart money. Vous avez des marksman price, c'est super important aussi de toujours l'avoir dans le viseur. Hein. Ça, c'est vraiment c'est ma boussole. Si vous voulez, au niveau des options, je regarde beaucoup ça. Et vous avez des strike price, par exemple, pour le 28 avril, à 32 000 $. Bon, bah, je vous le dis, je doute qu'on soit très au-dessus des 32 000 $ pour fin avril. Vous comprenez un peu l'idée. Si vous prenez le mois de mai, le mois de mai, fin mai, donc le 26 mai, vous avez pas mal d'options également. Regardez, hein, c'est plutôt vert que rouge hein, par rapport à mai et juin. Hein. Ben oui, les rallyes se font en printemps. Vous avez un énorme strike price. Là, on parle de 8000 bitcoins. Hein, c'est plus que précédent. 8000 bitcoins, c'est des chiffres qui sont importants. Hein, d'accord ? À 32 000 $. Bah, pour être tout à fait honnête avec vous, je doute pour les expirations du mois de mai, du 26 mai, on soit très au-dessus des 32 000 $. Et vous avez d'ailleurs un strike price, accrochez vos ceintures. Pour le 30 juin, le strike price, on parle ici de 6400 bitcoins, encore plus que le plus gros strike price de avril 2028, à 40 000 $. Bon, bah, je vous le dis, je doute qu'on soit très au-dessus des 40 000 $ pour le 30 juin. Vous comprenez ? Donc on peut faire des espèces d'excès. D'ailleurs, regardez bien ça. Hein. Donc vous vous dites, bah, Hermès, on pourrait pas avoir des 5 étendus ou une espèce de violent bougie de fou là pour le mois de juillet ? Bah, éventuellement.
Vous voulez qu'on regarde ce qui s'était passé en 2019 parce qu'on est clairement dans ce scénario-là. Attention de ne pas se gargariser, hein, d'ailleurs, par rapport à ce scénario-là, puisque le risk management n'est pas bon. À quel moment on a eu une explosion littérale? Bon, bah c'était là, hein, voilà. Fin juin, juillet. Regardez, les mois de juillet, c'était... Waouh! Est-ce que Bitcoin, c'est mieux que l'or? Bon, bah faites gaffe à ça. Hein. Donc on peut faire exactement ce type de choses. Ah, c'est très intéressant. J'aime beaucoup regarder ça encore. Je ne sais pas si je vous l'ai montré juste avant. Par rapport à ces lignes des flux acheteurs, 3 flux acheteurs. C'est très beau. Voilà. Un flux acheteur, 2 flux acheteurs, 3 flux acheteurs. 2 flux baissiers. Wow. Ouais, j'ai dû vous le dire tout à l'heure. Bon, bref, formidable. Tout s'embrique dans le meilleur des mondes. Je vous ai tout parté. Le pivot de la Fed vis-à-vis des whales. Je vous ai parlé du total market. Je vous ai parlé des petites contractions sur des petites... sur le récit en 14 périodes. Je ne vous ai pas parlé de la pression réglementaire. J'ai de plus en plus de personnes qui viennent me voir, beaucoup dans les commentaires YouTube, parce qu'on en parle pas mal par rapport à une potentielle pression réglementaire. Je vous donne ma vision de brut en blanc, ce qui sort de mon esprit. Je doute très fortement qu'on vienne nous enquiquiner par rapport à Bitcoin, qu'on vienne chercher nos Bitcoins dans notre poche, ou qu'on vienne nous ficher chez TrackFin parce qu'on détient du Bitcoin actuellement par rapport à nos KYC. C'est beaucoup trop tôt. Je vous le dis franchement, que du bon sens. Hein. Partez du principe qu'aujourd'hui, on est à peu près 4%, 3-4% de la population mondiale, avec un accès à Internet, presque à haut débit, à détenir des crypto-monnaies. Je ne vous parle même pas de Bitcoin, je vous parle de crypto-monnaies. Et après, vous avez des pondérations de Bitcoin dans vos portefeuilles de crypto-monnaies. Mais imaginons que tout le monde n'a que du Bitcoin en poche. 3-4% de la population mondiale. Est-ce que vous pensez réellement que nos représentants politiques vont s'attarder sur nous alors qu'on représente que 3% de la population? On a souvent en fait cet effet-là. D'ailleurs, ça va probablement catalyser par rapport à ce que je viens de vous dire vis-à-vis de Or et Bitcoin 2.0. Lorsque Nixon a mis en place presque la confiscation de l'or aux États-Unis, quand le général de Gaulle a demandé à tous les Français, ça n'a pas duré très longtemps, et puis après c'était plutôt ceux qui voulaient, si vous étiez gentils, dans les années 60, de venir apporter l'or à la Banque de France. Il vous est payé, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça s'est passé alors que 70% de la population détenait de l'or physique, voire plus. On ne parle pas de 3% d'après-guerre des gens qui avaient des pièces d'or et des pièces d'argent. Quasiment tout le monde avait ça. Tout le monde avait des pièces d'or et des pièces d'argent après-guerre. En tout cas, c'était souhaité, c'était préférable, c'était voulu, c'était conditionné. Qu'est-ce qu'on va venir nous embêter avec 3% de la population? Je vous le dis en toute franchise, avec une honnêteté la plus cristalline. Si on commence réellement à avoir une pression forte vis-à-vis de nos législateurs par rapport à Bitcoin, par rapport à Ethereum, par rapport à nos cryptoactifs préférés, alors que nous ne représentons strictement rien dans toute la machinerie financière mondiale, partez du principe qu'on est sur le point d'imploser. C'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Et si on vient nous embêter, c'est qu'on est sur le point d'imploser. Que notre système financier s'effondre sous nos yeux, actuellement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est beaucoup trop tôt pour venir nous enquiquiner avec nos bitcoins. Actuellement, c'est polarisé. Hein. Républicains, démocrates aux États-Unis, on l'avait vu dans un live précédent, et puis finalement, ça s'est confirmé une semaine plus tard. Bon, d'ailleurs, peut-être que ça va se confirmer très rapidement par rapport à Bitcoin et Or dans les médias traditionnels. Ça me fera beaucoup sourire d'ailleurs. Mais en réalité, c'est que du bon sens. C'est que du bon sens. Voilà, j'espère que je suis très très clair par rapport à cette croyance de on va venir chercher nos bitcoins et on pourrait devenir des parias. Croyez-moi que si avant 2033-2035 on devient des parias, je passe l'intégralité de mes finances, de mes euros et de mes dollars, la quasi-totalité, en bitcoin, en Ethereum et en Dogecoin. Voilà. Et toutes les autres crypto-actifs, j'en ai à peu près 80 actuellement, je les gicle, je les vire. Je vous le dis franchement. Au moins vous le savez. Pourquoi ? Parce que c'est pas une mauvaise chose, en fait, de l'intégrer psychologiquement. Je fais ça beaucoup, c'est très énergivore, mais c'est toujours intéressant de toujours avoir le fameux plan B ou plan C. Qu'est-ce qui se passe si ça ? Mettez sur un bout de papier, écrivez-le, comment je réagis par rapport à ça. Pourquoi je fais ça, je vous le dis très franchement, c'est que ça me permet d'annuler toute forme de stress et toute forme d'émotion. Je ne suis pas stressé, tout simplement. Et c'est très difficile, quand il y a eu le coup de Circle avec l'USDC vis-à-vis de Silvergate ou vis-à-vis de Silicon Valley Bank, c'est difficile,
Mais je sais ce que je fais. Il y a eu Terra Luna, et j'ai viré tous mes stablecoins. Je le sais. Donc, qu'est-ce que je fais si jamais il y a un dépeg important de USDT ou de Circle ou de DAI ou de USD, tout ce que vous voulez, je gicle tout. Je passe en euros et je passe en Bitcoin. Ça n'a pas loupé. Oui, j'ai pris ma petite perte, j'avais 17% je pense de USDC, puis j'ai pris moins 8%. Mais c'est pas grave, je savais ce que j'allais faire. Beaucoup diront, connerie infinie, n'importe quoi, Circle c'est pas pareil que l'USDC. Mais c'est pas grave, c'est juste mécanique. Si vous avez des automatismes et vous mettez en place des automatismes, vous n'avez plus de stress. Et ce stress-là, sur le long terme, enfin en tout cas ces automatismes sur le long terme, vous fera gagner. Parce que si là, il y a l'USDT qui commence à dépeg, vous êtes la team UST ou vous êtes la team USDC? Eh ouais, c'est ça la question. Bah c'est toujours pareil. Je gicle tous mes USD, puis USDT, et puis je les passe en euros, ou je les passe en Bitcoin, ou je les passe dans une stablecoin. Je prends mon dépeg, ça me dérange pas. J'accepte complètement. Franchement, perdre 8%, c'est toutes les 4 matins sur les technologies blockchain ou sur nos cryptoactifs préférés. Voilà pour ça. Je vous ai parlé de absolument tout. D'ailleurs, en parlant de dépeg, etc., toujours attention, l'exchange Bitru qui a subi un petit hack de 28 millions, petit, hein, effectivement c'est quand même gros, hein, de 23 millions de dollars. Apparemment, ça a été très très rapidement stoppé. C'est toujours la même chose. J'aime beaucoup travailler avec Bybit, j'aime beaucoup travailler avec Binance, j'aime beaucoup travailler avec Swissborg, j'adore travailler avec Bitpanda, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez plusieurs échangeurs et vous serez très probablement moins dérangé. Hein, ça nous fait dormir la nuit, hein, pour être tout à fait honnête, d'être très diversifié dans nos échangeurs préférés. Même si ça coûte un petit peu plus cher en termes de frais, en termes de tout ce que vous voulez. Ce qui me fait toujours rigoler, c'est quand vous tombez là-dessus, vous avez un gros placardé. Offre Ledger, obtenez 20 à 30 dollars en BTC pour l'achat d'une Ledger. Donc ce sera jusqu'à demain, 18 avril. Vous avez mon lien dans la description. Nous avons atteint les sommes suffisantes pour un Ledger Stacks à quelques euros près, mais je pense qu'on les atteindra hein, s'il y a encore 2-3 commandes. Je prends 10% en fait des commandes en affiliation et je vous redistribue ces affiliations. Donc voilà, vous faites le calcul, 10%, ça fait à peu près 200 et quelques, ou un peu moins de 300 euros actuellement. Vous avez été très nombreux à acheter une clé Ledger, que ce soit S ou X, enfin S plus ou X. Donc c'est bon, vous aurez la Stacks, il n'y a pas de problème avec ça. Dans un prochain giveaway quand elle reviendra, donc je pense d'ici le mois de juin ou le mois de juillet, et je pense qu'on aura bien profité de toute cette hausse au niveau des crypto-monnaies. Dès lors, au niveau du court terme, plutôt haussier, moyen terme, plutôt neutralisé, plutôt long terme, on va rentrer dans cette phase de dépression, en tout cas, je la jouerai. Je l'ai scénarisé et je la jouerai. Dès lors, à la question, est-ce qu'on devrait pouvoir racheter du Bitcoin beaucoup moins cher que les 30 000 $? Et bah la réponse est oui, et à minima, les 25 000 $, zéro volume dans ces 25 000 $, je pense qu'on viendra tôt ou tard faire un petit tour sur cette neckline au niveau d'un magnifique W trimestriel qui est en train de se positionner, ou mensuel qui est en train de se positionner. Les 25 000 $, ne vous précipitez pas actuellement, n'essayez pas d'acheter la distribution de ces waves là, c'est dommage, attendez bien sûr les replis si vous voulez suivre la tendance, quels que soient les timeframes que vous êtes en train d'observer, mais moi personnellement, j'achèterai du Bitcoin moins cher que le prix actuellement. Et si ça m'invalide, nouvelle ATH, tant pis, je suis exposé, mais pas surexposé. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'actualité.